on ne serait peut-être pas ici s'il n'y avait pas René Friedman. Et je vais te donner la parole. Rappelez-vous, 82, pour les gens qui ne sont pas, les très jeunes qui sont à Sciences Po, c'était Amandine. Et n'oubliez pas que le comité consultatif national d'éthique a été créé en 83, justement aussi parce qu'il y a eu l'événement qui est auguré de toutes ces transformations de la bioéthique. Donc je donne la parole à René Friedman, qui, vous verrez, a un discours quelquefois un peu différent du discours tenu par notre parlementaire. Ancien. Il reste parlementaire, on m'a dit à vie. Ah bon. Voilà. Merci de cette invitation à débattre, j'espère bien à débattre justement calmement, sur une thématique qui, je vais parler dans tous ces thèmes qui ont été évoqués, que de la procréation médicalement assistée. Parce que, en 40 ans, puisque nous allons fêter le 40e anniversaire de la naissance de Louise Brown, cette année, quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte que ça a été une véritable transgression. Ça a été une véritable transgression parce que, jusqu'à présent, dans l'humanité, on n'avait jamais pu voir le début du début de ce qui vous a créé, les uns et nous, les autres, le début de l'homme à venir. On ne l'a jamais vu et aujourd'hui on peut le voir au microscope et non seulement on ne l'avait jamais vu à ses tout débuts, on pouvait l'imaginer, mais on ne l'a jamais touché. Et aujourd'hui, on peut au microscope non seulement le toucher, mais même le manipuler puisqu'on peut prélever un certain nombre de cellules et les analyser. On a donc franchi une certaine étape qui a beaucoup remué les uns les autres, car incontestablement c'est une transgression. Et parce que c'est une transgression par rapport à l'existence de l'humanité, il a semblé nécessaire à beaucoup de se poser la question, est-ce que nous voulons des limites? Est-ce que tout ce qui est possible sur le plan technique, et je reprends le mot qui a été dit tout à l'heure, est souhaitable et faisable? Et à l'époque, je me rappelle très bien qu'il y avait un premier débat qui était de se dire, faut-il une loi? Beaucoup de gens ne voulaient pas de loi à ce moment-là. Et puis, on est passé progressivement de l'éthique au droit. C'est-à-dire que pendant à peu près, effectivement en France c'est 82 et la première loi de bioéthique c'est 94, donc il y a eu 12 ans où il n'y avait pas de loi. C'est pas pour autant qu'il s'est passé tout et n'importe quoi, mais je dirais c'était assez quand même cadré, il y avait une certaine responsabilité, mais il n'y avait pas de loi. Et donc la loi est venue effectivement en 94 et elle a été répétée, comme vous le savez, parce que les technologies, les techniques, les propositions qui ont été faites ont évolué et qu'il a semblé nécessaire de s'adapter. Pourquoi? Parce que la loi française est assez précise, peut-être un peu trop précise. Je veux vous donner un exemple. En 2011, il y a eu tout un débat, et j'en ai bien participé, pour autoriser la congélation des ovules, qui jusqu'à-là n'était pas autorisée. Donc nos camarades médecins japonais, en 2005, avaient mis au point une technique qu'on appelle la vitrification, qui permet de congeler les ovocytes. Or, en France, nous ne pouvions pas le faire, alors qu'aujourd'hui, elle se fait largement, bien entendu. Mais on ne pouvait pas le faire, et il a fallu attendre donc la loi de 2011 pour que la technique de vitrification soit mise dans la loi. Ce qui, à mon avis, est une erreur. C'est-à-dire que mettre une technique dans la loi, c'est une erreur. Il faut, et c'est peut-être là la discussion qu'il faudrait avoir dans l'avenir, peut-être des principes généraux me semblent intéressants, on va voir peut-être tout à l'heure lesquels, mais descendre dans la loi, je dirais, sur des problèmes techniques qui demain seront peut-être obsolètes, et d'ailleurs la vitrification n'est qu'une technique de la conservation des ovules, donc ce qu'on peut accepter, c'est qu'on conserve des ovules dans telle ou telle circonstance, on pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est ce principe-là qui est intéressant dans la loi. Parce que la loi française a eu besoin à chaque fois, par exemple pour le diagnostic préimplantatoire, de donner des limites d'exécution, enfin je veux dire de réalisation plutôt que d'exécution, alors à chaque fois il y a eu un espèce de nécessité de se mettre au goût du jour. Parce que quand on rentre trop dans le détail, on arrive à limiter les choses et à interdire un certain nombre de choses. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est, de mon point de vue, nécessaire de réviser la loi? Parce qu'il y a un certain nombre de contradictions sur lesquelles nous sommes confrontés, des vraies contradictions. Il y a les problèmes sociétaux sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, qui ne sont pas liés à l'avancée technique proprement dite ou au progrès scientifique ou à la compréhension des mécanismes, qui sont des applications.
Est-ce qu'effectivement, on le propose à des couples homosexuels? Est-ce qu'on fait la GPA? Tout ça, ce n'est pas une avancée scientifique, c'est une avancée, je dirais, de réalisation. Or, la base de tout ça, c'est qu'il faut quand même que ça marche. C'est qu'il ne suffit pas de faire une PMA, comme on dit aussi simplement, sans qu'il y ait un pourcentage de succès qui soit relativement important. Or, qu'est-ce qu'on regarde? C'est que pour améliorer justement les techniques, il faut qu'on franchisse un certain nombre de contradictions. Alors, ces contradictions, ce sont lesquelles? C'est essentiellement que 60% des embryons qui sont constitués in vitro ne vont jamais donner d'enfants. Ça, c'est en moyenne d'âge général. Mais dès que la femme a 40 ans et plus, c'est 80%. Donc le rendement de la fécondation naturelle et in vitro est très mauvais parce qu'elle baisse avec l'âge. Ça, c'est une situation à laquelle nous sommes confrontés. Par rapport à ça, on peut toujours revenir sur faut-il avancer l'âge de la grossesse? On peut toujours le souhaiter, le suggérer. Mais la vie est ainsi faite qu'il y a une modification dans nos sociétés, des recompositions, des choix personnels qui font que ce n'est pas forcément au moment optimum sur le plan biologique que l'on peut réaliser le désir d'enfant. Donc, on est confronté à cela. On est confronté à un désir d'enfant tardif qui va déjà nous impacter. Par rapport à ça, on voudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a autant d'infertilité aujourd'hui. Alors, où est la prévention? Où est la prévention? Où est la réflexion sur la prévention? Qu'est-ce qui est mis en œuvre dans notre pays sur la prévention? Ah, vous me direz, la prévention, mais qu'est-ce qui nous baratine avec ça? C'est quand même plus peps de parler de la GPA. Mais non, justement. Le problème, c'est que c'est peut-être pas peps, mais c'est quand même beaucoup plus utile d'essayer de comprendre, est-ce qu'il y a des pollutions, est-ce que certains produits qui sont dans vous savez bien, dans notre environnement, la nourriture et tout ça, ne sont pas responsables de la situation que l'on voit aujourd'hui, non seulement en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'environnement. Donc, je veux dire par là, et j'insiste, ce thème de la prévention de l'infertilité, qui est quand même le problème numéro 1, à mes yeux, n'est pas mis à l'ordre du jour, et il devrait l'être dans l'avenir de ce qu'on va discuter. La deuxième chose, je le disais, 60% ou 80% des embryons ne vont jamais se développer. Comment essayer de comprendre? On va l'appeler, pour qu'on se comprenne, un top embryon. Un top embryon, ça veut dire un embryon qui a tout ce qu'il faut pour s'implanter. Ce n'est pas qu'il est de meilleure qualité, c'est simplement qu'il a une aptitude à devenir un bébé que les autres n'ont pas. Et quand vous regardez au microscope, le fameux microscope, je disais que maintenant on regarde, on voit des embryons, et même on peut les filmer pendant quelques jours, on voit qu'il y a des embryons qui se ressemblent, à part qu'il y en a un qui va s'implanter, l'autre qui ne va pas s'implanter. Or, on voudrait bien savoir lesquels vont s'implanter, simplement pour ne pas faire des choses inutiles. Ne pas faire, si vous avez une femme relativement jeune qui a un certain nombre d'embryons, elle va avoir une année devant elle où on va mettre, parce qu'on veut éviter les grossesses multiples, ce qui est correct, on va mettre un par un des embryons, et ça va lui prendre une année. Mais si 80% des embryons n'ont aucun avenir, on fait ça pour rien. Et d'un seul coup, les scientifiques deviennent comme l'autruche, mettent la tête sous le sable, croisent les doigts et deviennent des magiciens. C'est-à-dire qu'ils voudraient que ça marche sans avoir les éléments. Or, pour avoir les éléments, je ne dis pas forcément que nous avons la clé, mais une des possibilités, c'est par exemple de connaître le statut génétique de l'embryon. Pourquoi je disais qu'il y a une contradiction? Je ne dis pas qu'il faut le faire à tous, je dis que simplement, en fonction de l'âge, en fonction de l'histoire de tel ou tel couple, il peut être nécessaire de faire cette analyse génétique. Or, aujourd'hui, nous sommes dans l'interdiction de le faire en France. Et donc, je dirais peut-être que demain, nous aurons et vraisemblablement d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi dessus, on aura des approches non invasives. Ça veut dire qu'au lieu d'aller prélever une cellule de l'embryon, ce qui d'ailleurs ne l'abîme pas, n'est-ce pas? C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, on peut avoir des approches non invasives à partir des cellules qui l'entourent. Donc, on va chercher à connaître par l'imagerie, par un certain nombre de dosages, cette qualification du potentiel de chaque embryon. C'est simplement de faire de la bonne médecine. Or, contradiction, nous ne pouvons pas le faire chez les femmes qui sont en fécondation in vitro. Par contre, les 800 000 femmes qui sont enceintes en France ont la possibilité, au cours du premier trimestre, d'avoir le statut génétique de leur embryon. Je ne dis pas que c'est une obligation, je dis simplement qu'elles peuvent le faire, et la majorité d'ailleurs le font. Donc, vous voyez, il y a, à mes yeux, en tout cas, une contradiction. L'autre technique qui s'est développée,
et qui est une butée de contradiction à mes yeux, c'est le fait que des femmes ne peuvent pas conserver leurs propres ovules, conserver dans le froid, par telle ou telle technique, la vitrification en particulier. Alors, pourquoi l'autoriser? C'est autorisé aujourd'hui parce que les femmes qui ont un cancer, qui vont avoir un traitement, elles vont avoir un traitement suffisamment lourd pour faire un arrêt du fonctionnement ovarien. Donc, elles, on peut, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, prélever des ovules pour les garder pour lorsqu'elle sera guérie, ce qui lui donne un bel espoir, il faut bien dire, de guérison justement, c'est-à-dire qu'on y croit, eh bien, on va pouvoir utiliser ces ovules. Quelle est l'autre situation qui est autorisée par la loi de 2011? Ce sont les femmes qui accepteraient de donner des ovocytes et qui pourraient en garder pour elles. Et là, il y a une vraie contradiction, si vous voulez, parce que si c'est autorisé pour des femmes qui peuvent conserver des ovocytes pour elles, alors qu'elles en donnent une partie, ce qui va abaisser les résultats de ce qu'elles donnent et abaisser les résultats de ce qui est pour elles, on se dit que c'est donc pas si grave puisqu'on l'autorise. Or, si on reprend l'avis du CCNE, le dernier avis, il s'est opposé au fait que des jeunes femmes puissent conserver des ovocytes pour elles-mêmes, sous prétexte qu'il y avait un risque important. Si le risque est important du prélèvement, il faut arrêter toutes les fécondations in vitro, ça se saurait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, je ne dis pas qu'il ne faut pas informer, je ne dis pas qu'il ne faut pas limiter, je ne dis pas qu'il ne faut pas encadrer, mais quel est le principe qui va nous faire refuser d'accepter une demande qui peut être justifiée? D'autres ne seront pas justifiées. Encore une fois, la réglementation peut se discuter à quel âge, jusqu'à quel âge, et donner l'information. Et quelle information? Que ça ne marche pas tous les coups, que ce n'est pas une baguette magique et tout ça. Mais pourquoi trouver l'argument de l'opposition? Le troisième élément sur lequel il est intéressant de discuter, vous l'avez soulevé tout à l'heure, Jean, c'est le problème de l'anonymat et du don d'ovocytes sur lequel nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés parce qu'il y a une demande. C'est quand même 36 à 38 ans l'âge moyen. 36 ans, c'est l'âge moyen des demandes de fécondation in vitro. Très vite, avec des échecs, on arrive à 38 ans. On a, comme je l'ai dit, une baisse de la fertilité. Et à un moment donné, on peut se tourner vers le don d'ovules. C'est compliqué. Et il ne faut pas non plus penser que c'est une espèce de médicament qu'on va utiliser comme ci, comme ça, qu'il y a des ovocytes dans un coin. Ça m'est arrivé d'avoir des couples qui rentrent et qui disent « Docteur, on vient là pour un don d'ovocytes. Où sont-ils » J'ai dit « Oh là là, attendez, on va réfléchir un peu. » Inversement, des couples qui viennent et qui disent « Mais docteur, ne nous parlez pas du don d'ovocytes, on ne veut absolument pas en entendre parler. » Et avec le temps, et je pense que la première des démarches, c'est de faire des entretiens avec des psychologues, et de prendre le temps de la réflexion, de savoir ce qui correspond à l'un, ce qui correspond à l'autre, et ne pas généraliser et imposer. Donc prendre le temps, parce qu'en fait, il n'y a pas de nécessité d'aller vite, puisque les ovaires ne fonctionnent pas avec le temps, mais l'utérus, lui, fonctionne avec le temps en ce qui concerne le don d'ovocytes. Donc, nous sommes là, dans l'exemple même, une minute. C'est comme à France Culture quand tu dis à tes invités d'arrêter. Je te regarde avec attention. Je vais conclure juste pour dire que nous sommes là sur un exemple où on ne sait pas répondre, est-ce que c'est médical ou est-ce que c'est sociétal? Quand une femme de 43 ans, 44 ans, demande un don d'ovocytes, est-ce que c'est médical ou est-ce que c'est sociétal au sens que c'est l'évolution physiologique? Donc, quelle attitude allons-nous prendre par rapport à cela? Il est évident que, quelle que soit la réponse, nous allons toucher quelque chose sur lequel je pense que nous reviendrons parce que le temps qui m'est imparti est trop court, sur la notion d'anonymat ou non-anonymat et de rémunération ou non-rémunération. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est déjà, dans notre pratique aujourd'hui, je ne parle pas de l'ouverture à des couples homosexuels ou à des femmes seules, je dis qu'on est déjà aujourd'hui dans un certain nombre de limites entre le sociétal et le médical. Je vous remercie. Merci.